Grand Dialogue. Sigika Foba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Shenibiro. Halud Mauni. Shenibiri. Sigika Foba. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au centre du Grand Dialogue de ce mardi, la régionalisation, le concept largement évoqué depuis des années. Il a d'ailleurs fait l'objet de pas mal d'études, de séminaires et autres forums. Alors, la régionalisation, c'est quoi au juste? Est-ce quelque chose de nouveau dans le contexte malien? Y a-t-il des avancées en la matière? Quels sont les défis à relever dans ce domaine? Ce sont là quelques-unes des questions que nous allons adresser à nos invités qui sont le professeur Abdoulaye Niang. Il est le directeur du centre de recherche Séné, il est présent dans ce studio. Bonsoir, monsieur Niang. Bonsoir. Nous aurons en ligne deux intervenants. Le premier, c'est Daba Diawara, administrateur civil, expert au Centre d'analyse et de formulation des politiques de développement, ancien ministre. Monsieur Diawara, je crois que vous nous entendez. Bonsoir. Bonsoir. Comme troisième intervenant, nous avons donc le professeur Issa Ndiaye. Issa Ndiaye, qui est professeur de philosophie, il est lui aussi ancien ministre. Monsieur Ndiaye, bonsoir. Bonsoir. Auditrice auditaire, à la présentation Seydou Fomba, bienvenue. Studio Tamani. Je vous le disais, la régionalisation, c'est d'elle que nous parlons aujourd'hui. Le concept est-il suffisamment compris à tous les niveaux ici au Mali? Ce n'est pas très évident. Alors, première question, c'est quoi la régionalisation? Vous allez donc répondre en premier lieu. Vous, Abdoulaye Niang, vous êtes professeur et vous êtes le directeur du Centre de recherche Séné. Oui, la régionalisation n'est pas d'abord un concept nouveau au Mali. Nous avons des régions. Mais peut-être que l'arrivée de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, donc issu du processus d'Alger, relance le débat. Et en fait, peut-être que la régionalisation semble être une solution pour une région comme Kidal, qui depuis des années a souffert en réalité d'un problème sérieux. C'est d'abord la disparité économique, mais aussi la disparité démographique. Donc la régionalisation, en d'autres termes, ça dépendra du degré de régionalisation, du degré d'autonomie. Je crois qu'on doit parler beaucoup plus pour savoir si elle est conforme aux vœux de la population malienne ou pas, qui est la sécurité, avant tout. Alors, nous allons à présent joindre Daba Diawara. Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez nous expliquer en termes assez simples la régionalisation? Merci, M. Fouma. La régionalisation est en fait une technique administrative d'organisation unitaire. C'est le transfert au niveau des collectivités décentralisées d'une partie des compétences que l'État exerce dans le cadre d'un État unitaire centralisé. Donc c'est une... Alors, nous avons quelques petits soucis. La ligne ne semble donc pas être suffisamment bonne. Est-ce que M. Diawara est en ligne? Le temps de retrouver donc M. Diawara, nous allons tenter du côté de l'autre, le professeur Issa Ndiaye. Professeur, dites-nous, si l'on vous demandait d'expliquer aux Maliens, pour que même l'homme de la rue puisse le comprendre, c'est quoi selon vous la régionalisation? La régionalisation, c'est une forme de gestion de proximité, donc du pouvoir. Donc les sociétés humaines, je pense, ont commencé par une gestion de proximité. C'est avec le développement de l'État, de la nation, que le pouvoir a été de plus en plus centralisé. Maintenant, le besoin se fait sentir de retourner vers la base, et donc on descend du niveau national à un niveau régional qui est un espace défini plus restreint, donc pour rapprocher le pouvoir donc d'une gestion de proximité des préoccupations des populations. Monsieur, allez-y. Oui. Mais il faut dire aussi que dans l'histoire, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et même aujourd'hui, si le terme a un regain d'intérêt, il faudrait rappeler que déjà au niveau de la Première République, dans les cartons du régime de Modibo Traoré et Modibo Keïta, il était question donc de créer des régions et de faire élire les gouverneurs des régions responsables devant donc un parlement régional. Donc à l'image
du pouvoir donc central à l'époque, parce que le président lui-même était élu par le Parlement. Il n'y avait pas de système d'élection présidentielle. Donc déjà, la Première République avait dans ses projets donc, le processus de régionalisation avec élection de gouverneurs, élection d'une assemblée régionale et donc d'un gouverneur responsable devant cette assemblée régionale. Alors, la liaison semble établie avec le ministre Daba Diawara. Monsieur Diawara, vous étiez en train de nous parler de la régionalisation. Vous pouvez donc continuer. Je confirme ce que le professeur Issa Ndiaye vient de dire. C'est-à-dire que la Première République avait envisagé une large décentralisation, la création des régions, les 6 premières régions du Mali. Et cette décentralisation avait même poussé les populations à construire des assemblées régionales, comme ce fut le cas à Gao et à Kaï. Bon, des contraintes budgétaires ont empêché le gouvernement de la Première République de mettre en œuvre son projet de régionalisation. Bon, pour comprendre ce que le regain de la régionalisation, le regain actuel, pour la mission de régionalisation, part du fait que, c'est-à-dire que les gens ont pensé que la régionalisation est un palliatif à la partition de l'État. On veut un État unitaire, on ne veut pas de fédération, donc on veut un État unitaire, mais on veut une dévolution des pouvoirs de la population pour qu'ils puissent régler les affaires locales à des niveaux assez élevés. Parce que la régionalisation participe de la décentralisation. Il faut qu'on ait plusieurs niveaux. Il y a le niveau des communes, il y a le niveau du cercle actuellement, et il y a le niveau de la région. Au Mali, la régionalisation a pris plusieurs formes. C'est-à-dire qu'il y a eu une régionalisation pendant la Seconde République, mais sans décentralisation. C'était une sorte de déconcentration du pouvoir qui a été faite. Parce que les régions de Ségou, Moki et autres ont déjà existé en tant que circonscription administrative jusqu'en 1993. C'est en 1993 maintenant que, avec la décentralisation, donc elles sont devenues à la fois circonscription administrative et collectivités locales. Donc il peut y avoir des régions sans véritable régionalisation. Parce que la régionalisation, c'est en fait la décentralisation poussée au niveau des régions. Alors, nous allons donc, nous vous retrouverons donc dans un instant, le temps de retourner dans ce studio pour donner la parole au professeur Niang. Professeur Niang, donc, régionalisation, ça ne veut pas dire forcément l'existence des régions. Il peut y avoir des régions sans régionalisation. C'est ce que j'ai compris quand même des propos du ministre Diawara. Bon, je pense que c'est plutôt beaucoup plus, il parle de degré de régionalisation. Est-ce que ça tend vers une autonomisation des régions dans la gestion de leurs ressources, dans la gestion des ressources fiscales et des ressources douanières? Est-ce que aussi c'est dans les relations internationales? Donc le degré, ça dépend. Il ne faut pas tomber dans le fédéralisme. Il ne faut pas tomber dans l'autonomie, dans la recherche de l'autonomie, et qui fera que finalement, nous nous trouverons dans ce que nous ne voulons pas faire. C'est-à-dire les gens pensent, et je pense que le Dabala a dit, c'est un palliatif probablement pour ne pas aller dans la désintégration du pays. Donc il faut qu'on soit extrêmement prudent dans la mise en œuvre de la régionalisation. Mais Issa, je suis d'accord avec lui, qu'on ne peut plus continuer à être au niveau du centre pour continuer à gérer les ressources fiscales, les ressources douanières, mais surtout même les capacités de production de richesses et d'emploi. Ce n'est plus possible. C'est-à-dire des régions, si vous prenez une localité comme Kenyaba, qui est peut-être la première exportatrice de ressources fiscales et douanières, elle n'a pas d'eau, elle n'a pas d'électricité. Si les gens qui étaient préfets là-bas ou qui étaient le gouverneur de Kenyaba étaient élus, eh bien, prochainement, il ne sera pas élu s'il ne résout pas les problèmes des besoins sociaux aussi fondamentaux que l'eau, l'électricité et les pistes internes de connexion entre différentes localités. Le professeur Issa Ndiaye est en ligne. Alors, professeur, on parle de décentralisation, de régionalisation. Alors, l'une est certainement une composante de l'autre, n'est-ce pas?
On peut dire qu'il peut y avoir régionalisation sans décentralisation. C'est ce qui s'est passé globalement sous la période de Moussa Traoré. On a créé de nouvelles régions, mais on n'a pas décentralisé le pouvoir. La gestion localisée du pouvoir, le gouverneur donc était simplement le délégué de pouvoir régional et il ne répondait pas devant les populations. Je pense qu'il y a aujourd'hui donc un intérêt nouveau autour de ces concepts de régionalisation et de décentralisation, parce qu'il y a des enjeux qui ne disent pas leur nom. Et Nyang tout à l'heure parlait donc de la balance à faire entre en quelque sorte le fédéralisme et l'autonomisation. Je pense qu'il y a des choses derrière, parce que la question fondamentale, c'est que ce projet me semble porté plutôt par l'extérieur et imposé d'une certaine façon. Je pense qu'il faudrait faire cette lecture des accords d'Alger, donc qui pense qu'avec le conflit au nord, la régionalisation ou la décentralisation, quelle que soit sa forme, va être la solution. Or, le risque patent à l'échelle internationale aujourd'hui, c'est les risques de partition. Il y a un processus en quelque sorte de désintégration des États-nations pour retracer les frontières de certains pays. Ce qui se passe au Moyen-Orient, et c'est ce qui est en train de se passer donc, dans le nord du Mali. On prend prétexte de ce conflit-là pour essayer de redessiner la carte et en poussant une certaine expérience que les Occidentaux n'acceptent pas chez eux. Je vois aujourd'hui que l'Espagne refuse, par exemple, ne serait-ce que l'autonomie de la Catalogne. La France n'a jamais voulu accorder donc une certaine autonomie aux Basques, aux Bretons ou aux Corses. Pourquoi veulent-ils aujourd'hui que nous servions de cobayes donc, pour des expérimentations qui ne disent pas leur nom? Donc je pense qu'il y a cela qu'il faut mesurer. Est-ce que la régionalisation veut dire dépérissement du pouvoir ou affaiblissement du pouvoir central à tel point que le pouvoir régional n'a aucun compte à rendre au pouvoir central? C'est ça la question fondamentale. Et malheureusement, sur cette question-là, les Maliens ne se prononcent pas. Le gouvernement malien, le pouvoir malien ne se prononce pas de manière assez claire là-dessus. Studio Tamani, dans 3 minutes, 18h30, nous allons observer une courte pause. Vous écoutez Studio Tamani? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. La régionalisation, c'est donc le thème du débat de ce mardi. Et pour en parler, nous avons 3 invités. Le premier, c'est le professeur Abdoulaye Niang, le directeur du centre de recherche CNR, présent dans ce studio. Nous avons en ligne le professeur Issa Ndiaye, il est professeur de philosophie, ancien ministre, et Daba Diawara, administrateur civil, ancien ministre, expert au centre d'analyse et de formulation des politiques de développement que nous avons quelques difficultés à joindre pour l'instant. Nous retournons donc dans ce studio pour demander au professeur Abdoulaye Niang. Alors, dites-nous, M. Niang, tel que proposé au Mali, on dit que c'est une proposition qui nous vient d'ailleurs, la régionalisation qui nous est donc proposée dans ces conditions, est-ce qu'elle peut faire l'affaire des Maliens? Non, je crois que Issa a raison. Il y a la science de la régionalisation qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Nous avons des systèmes qui ont marché ailleurs. Et le Maroc s'expérimente d'une manière ou d'une autre, même pour résoudre le problème du Sahara. Mais le problème du Mali, nous avons délégué notre sécurité à la France. Nous avons délégué aux Nations Unies la gestion, la gouvernance du pays. Et dans ces conditions-là, tout ce qui est proposé ne venant pas de vous, vous n'avez pas la propriété, vous ne vous appropriez pas le processus, il va sans dire que c'est difficile d'avoir des résultats. Et il va sans dire que vous dépendrez toujours des autres pour... Prenez l'accord d'Alger. Où en sommes-nous avec son application 6 mois plus tard? Nous l'avons dit dans ce studio que ce n'est pas possible. C'est un mauvais accord qu'on dit est mieux qu'un non-accord, que c'est faux parce qu'un mauvais accord ne sera pas financé. Et on n'est pas capable de le financer aujourd'hui. Donc nous sommes dans l'impasse. Donc une régionalisation prévue dans l'accord d'Alger et dans l'accord pour la paix, issu du processus d'Alger, fera en sorte que le Mali va être divisé en plusieurs États autonomes. Parce qu'il n'y a rien à faire. La région de Kaye, la région de Sikasso
la région de Ségou, ils vont chercher leur autonomie comme la région de Kidal va chercher son autonomie. Et c'est l'autonomie totale en ce moment. C'est la désintégration de l'État. Donc, comme conçu dans le rapport, comme géré par la gouvernance actuelle, il n'y a aucun futur de régionalisation sous le processus d'Alger. Parole des chercheurs. Nous allons essayer de joindre donc le ministre Daba Diawara. Pour l'instant, quelques difficultés. Le professeur Issa Ndiaye, dites-nous une régionalisation mal menée, mal élaborée, en tout cas dans le contexte malien. Est-ce que ça peut aboutir à la désintégration de l'État? Absolument. C'est ce risque-là qui est ce processus-là qui est en cours, qui va aboutir à terme donc à une partition du Mali. Je pense que c'est un projet qui est porté. Je disais tout à l'heure qu'il y a une politique mondiale née aux États-Unis avec les néoconservateurs depuis un certain nombre d'années, qu'on voit un peu partout à l'œuvre dans le monde, et qui explique les conflits. Et ces conflits, donc, il y a une territorialisation, une tentative de territorialisation de certaines, certaines minéraux stratégiques, tels que le pétrole, tels que l'uranium, etc. Et ça crée des enjeux. Et on veut découper les espaces donc autour de ces zones-là où sont concentrées ces richesses. C'est ce qui explique l'intérêt donc de puissance occidentale pour la partie nord du Mali. Et c'est ce qui explique les politiques de régionalisation et de décentralisation qu'on veut nous imposer. Et je disais tantôt qu'ils prennent soin de ne pas appliquer chez eux. Donc le risque est que justement, on va construire de nouvelles régions, donner suffisamment d'autorité aux régions qui n'auront pas de compte à rendre au pouvoir national. Aucun État sérieux ne peut l'accepter. Le drame du Mali, c'est que ces réflexions qui sont en cours ne sont pas des réflexions menées par des Maliens, par un État souverain. Nous n'avons plus d'État, nous sommes un État sous tutelle, ce qui veut dire que les solutions qui sont aujourd'hui imaginées pour résoudre les problèmes que nous avons dans notre pays sont des solutions conçues, imposées et financées de l'extérieur. Donc, nous n'avons aucune autonomie, donc nous subissons, nous continuons de subir. Donc c'est ça l'enjeu fondamental. Il faudrait que les Maliens donc partent à la reconquête de leur souveraineté, disent clairement qu'il appartient au Mali de définir les formes de régionalisation qui va dans l'intérêt des populations. Or, ce qu'on est en train de faire risque à terme de déplacer simplement la question du pouvoir des potentats nationaux à de nouveaux potentats locaux. Et on va assister à la même gestion du pouvoir, à l'accaparement des richesses. Certains ont pris les armes simplement, ils parlent de régionalisation, mais c'est une compétition pour le partage du gâteau et pour se positionner dans la gestion du pouvoir local, du pouvoir régional. Un point, un trait, et ça se fera au détriment des populations maliennes. Le ministre Daba Diawara est donc en ligne. Monsieur le ministre, dites-nous, la régionalisation telle que proposée au Mali comporte-t-il des risques? Ah oui, M. Foumas. La régionalisation telle qu'elle nous est imposée comporte de graves risques. C'est-à-dire, je vais prendre deux exemples pour que vous compreniez plus simplement. C'est-à-dire, ce qu'on demande au Mali d'accepter aujourd'hui, c'est beaucoup plus que ce que la France a accordé à ses colonies à travers la loi cadre 1. Donc quand la loi cadre a été votée, l'autonomie qui a été accordée aux anciens territoires français d'Afrique, ce que nous accordons aujourd'hui à nos régions va beaucoup plus loin que cette autonomie. Et vous savez tous qu'à l'époque, la loi cadre a été considérée comme venue en retard. Parce que déjà, les velléités indépendantistes étaient tellement fortes que tout le monde savait que la loi cadre allait conduire à l'indépendance. Deuxièmement, vous prenez le cas du Sud-Soudan. En 2005, on a accordé une large autonomie au Sud-Soudan sur la base d'un accord de paix. Et en 2011, les forces extérieures ont imposé une partition du Soudan. Il y a eu donc un référendum qui a abouti à l'indépendance du Sud-Soudan. Et ce qui était prévu dans l'accord de 2005, l'accord qui a accordé la large autonomie au Sud-Soudan en 2005, nous allons beaucoup plus loin que ces deux cas-là. Donc beaucoup plus loin
ce que la loi cadre a accordé au territoire d'outre-mer d'époque est beaucoup plus loin que ce qui a été accordé au Sud-Soudan en 2005. Et vous voyez que dans les deux cas, c'est finalement la partition qui s'est imposée. L'indépendance les gens sont allés à l'indépendance dans les colonies françaises et le Sud-Soudan est devenu indépendant. Donc, ce que on nous impose aujourd'hui va beaucoup plus loin que ces deux cas-là. Alors, et c'est pourquoi nous avons dénoncé, nous avons dit que ces accords ne sont pas bons pour notre pays et ces accords ouvrent la porte à la partition du Mali. Alors, nous allons vous retrouver dans un instant, monsieur le ministre. Nous retournons dans ce studio. Professeur Niang, dites-nous, le Mali dispose-t-il de manœuvres suffisantes pour faire en sorte que la régionalisation se fasse d'une manière qu'elle convienne au pays en tant que pays uni? Absolument. Ici seulement, Famba, les trois invités que vous avez autour de la table, ce sont des dignes fils de ce continent. Ce sont des dignes fils du Mali. Ce sont des dignes fils issus de la colonisation, de la période coloniale qui a combattu pour qu'on puisse aller à l'indépendance. Donc, nous n'allons pas baisser les bras. Ce qui nous a manqué jusqu'à présent, c'est l'organisation méthode. Je peux dire à mes deux collègues, chercheurs, émérites, que en fait, nous avons mis en place la coordination nationale de veille stratégique et citoyenne qui ne permet plus d'aller vers un système de mauvaise gouvernance à continuité, à perpétuité. Donc, Issa, Daba, mettons-nous ensemble. C'est-à-dire, ce qui nous manque beaucoup plus, c'est d'être unis dans l'action. On n'arrive pas à fédérer nos efforts parce qu'avant tout, la solution de l'échange ne peut venir que des chercheurs maliens parce que ce sont eux qui connaissent les réalités du pays. Donc, aujourd'hui, je peux partager avec eux que nous sommes en train d'organiser une caravane dans les 3 régions sud-ouest aurifères du Mali pour aller asseoir l'autonomisation de ces régions dans la gestion, au moins dans la décision de gestion de leurs ressources naturelles. C'est-à-dire qu'il ne sera plus question de recevoir un mouvement de globalisation de entrepreneuriat pour venir exploiter leurs ressources naturelles s'il n'y a pas un accord signé avec les chefs de village. Et comme l'a dit Issa, il ne faut pas changer des potentats, des bandits par d'autres bandits. Nous avons demandé à des chefs de village, et on en a reçu aujourd'hui un témoignage, ils nous ont envoyé une association, ils sont rentrés dans leur tradition pour jurer les uns envers les autres pour ne jamais trahir. Et les dozos aussi rentrent là-dedans. Donc on ne permettra plus qu'aucun gramme d'or ne quitte par exemple Kinyeba sans être identifié, sans être recensé et conduit à la Banque centrale pour être dans la raffinerie. Et qu'ils imposent leur standard de seuil de sécurité économique qui est 5% de prélèvement. Donc, si le pouvoir central n'arrive pas à faire le travail, Kidal a pris les armes. Nous, on ne va pas prendre les armes. Nous allons prendre les armes de l'intellect, des armes de la réflexion pour arriver au changement qu'il faut imposer au centre. Parce que tout ce qui sort de nos localités pour venir au centre va dans la corruption. C'est connu de tout le monde. Il a géré un peu ces services-là. Il sait très bien comment ça se passe. Donc, on ne peut plus continuer à nous lamenter que les Français vont nous imposer ça. Ceux qui sont venus dans la mission de l'aménagement, ce sont eux qui ont divisé le Soudan. Kaunders. Il est parti. Il y a l'adjoint qui est là maintenant. Ce sont eux qui étaient dans le projet de division du Soudan. Donc, nous, les chercheurs, on le sait. Donc, pourquoi pas qu'on mobilise la coordination nationale de veille citoyenne pour dire non, qu'on ne veut plus de ça. Je crois que le temps est arrivé que réellement on se prenne en charge et qu'on arrête de se plaindre des uns et des autres. Mais on va être unis dans l'action. Alors, professeur Issa Ndiaye, si la régionalisation imposée, comme vous le dites, ne convient pas du tout au pays, qu'est-ce qu'il faut faire? Se laisser faire et assister en spectateur, les bras croisés? Oui, mais c'est ce qui se passe largement aujourd'hui. Heureusement, comme le disait Niang, il y a des Maliens qui ont compris cela il y a longtemps. Je pense qu'on ne pourra jamais résoudre les problèmes de ce pays sans les Maliens eux-mêmes. Vouloir concevoir des solutions ailleurs avec des solutions, avec des financements clés à main et venir dire c'est comme ça, c'est à prendre ou à laisser, ça ne marchera pas. Ça ne va rien régler. Au contraire, ça risque de nous engager dans un processus de guerre civile largée
pendant plusieurs décennies. La solution, c'est d'écouter les Maliens, d'aller vers les Maliens. Je pense que juste ici, c'est ce pas qu'il faut que le pouvoir d'État franchisse. Au lieu d'écouter l'étranger, il faut donner la parole aux Maliens, donc être à l'écoute des Maliens et demander aux Maliens qu'est-ce que les Maliens veulent pour le Mali et mettre en place donc non seulement des politiques, mais aussi des schémas institutionnels qui conviennent, qui respectent les intérêts fondamentaux des Maliens. Or, les institutions que nous avons aujourd'hui, à plus forte raison les hommes que nous avons aujourd'hui à la tête de ces institutions, ne sont pas l'émanation donc, de la volonté populaire. Donc il y a une question de souveraineté nationale, il y a une question patriotique à régler, et c'est aux Maliens de se dire qu'avant tout et après tout, c'est notre pays. Et nous avons le devoir de faire en sorte que nous puissions donc prendre les choses en main dans notre pays. Je salue donc le travail qui a été fait par Niang et par d'autres. Je pense qu'il faudrait que les Maliens commencent à comprendre que seul un projet collectif peut nous aider à nous en sortir. Les solutions individuelles ont montré leurs limites, les politiques ont montré leurs limites. Il ne suffit pas d'implorer donc le ciel ou d'implorer le pouvoir. C'est aux Maliens de se dire qu'ils doivent désormais s'engager et mouiller leur chemise si nous voulons que notre pays s'en sorte. C'est la seule condition. Il ne faut pas se faire d'illusions. Donc sur l'aménagement, sur l'ONU, sur la France, personne ne viendra nous sauver et résoudre nos problèmes à notre place. Ceux qui prennent les armes aussi, moi je l'ai dit depuis longtemps, ils représentent, c'est des seigneurs de guerre qui représentent des intérêts particuliers. Ils ne représentent pas les populations. Mais aux populations de comprendre qu'il est temps pour elles donc de s'emparer du pouvoir et de s'organiser de manière à pouvoir faire les pressions nécessaires pour qu'elles soient enfin entendues. Le ministre Daba Diawara est en ligne. Monsieur Diawara, que faut-il faire pour recadrer la régionalisation pour qu'elle se fasse dans l'intérêt exclusif du pays? Nous avons toujours réclamé, l'opposition a toujours réclamé une concertation nationale, un dialogue inclusif intermalien pour que toutes les parties maliennes, tous les Maliens puissent débattre de l'avenir de ce pays. Donc débattre de l'applicabilité de l'accord d'Alger ou proposer autre chose. Bon, nous n'avons jamais été entendus. On a demandé au moment des négociations à être entendus par le gouvernement pour que nous puissions apporter notre contribution aux négociations. Cela n'a pas été accepté. Après les négociations, donc, nous continuons à réclamer un dialogue intermalien inclusif pour que chacun puisse donner son sentiment sur ce qui se passe actuellement dans le pays et dire quelle est la voie que nous devons prendre pour sauver notre pays. Parce que je crois que le pays est en danger et il a besoin d'être sauvé et ce n'est pas un groupe qui peut le sauver, c'est l'ensemble des Maliens qui peuvent et qui doivent se donner la main pour sauver notre pays. Et je vais dire quelque chose qui me semble important, que les gens ont oublié. Allez-y. C'est-à-dire que ce qui n'a jamais été pardonné au Mali, en fait, c'est le 22 septembre. Parce que le 22 septembre 60, il y a eu la dénonciation des accords franco-maliens qui avaient été conclus du temps de la Fédération du Mali. Et ces accords franco-maliens ont abouti sur deux choses qui n'ont jamais été pardonnées au Mali. D'abord, c'est la création de l'armée malienne, la création des Frères maliens et surtout la dénonciation de l'accord relatif aux matières premières stratégiques sur lesquelles la France avait une mainmise totale. Et c'est disons, la recherche de cette position dominante qui a toujours été à la base de tous les troubles qui ont éclaté dans le nord du pays. Parce qu'après l'échec de l'OFRS, les accords qui avaient été conclus du temps de la Fédération du Mali avaient donné quand même une mainmise de la France sur le développement, sur l'outil de défense du Mali et sur la gestion des matières premières stratégiques, comme l'uranium, le pétrole, etc. Bon, le congrès du 22 septembre ayant dénoncé les accords franco-maliens, tout cela tombait. Et c'est ce qui n'a jamais été pardonné au Mali. Donc il faut que les Maliens prennent conscience de cela, que c'est pour ces raisons principalement qu'aujourd'hui, les bases françaises ont été rouvertes à Gao et à Tissalit et que des accords
Vigny est certainement en train d'être conclu pour faire revenir la situation qui prévalait à ce moment-là. Donc, il faut un dialogue inclusif intermédiaire pour que les vrais problèmes du Mali soient posés et qu'ensemble nous trouvons des solutions. Studio Tamani, 18h45, dans un instant, la suite de ce débat. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. La régionalisation au menu du grand dialogue de ce mardi, et pour en parler, 3 invités qui sont le professeur Issa Ndiaye, il est ancien ministre professeur de philosophie. Nous avons ici dans ce studio le professeur Abdoulaye Niang, il est directeur du centre de recherche au Séné. En ligne, nous avons le ministre Daba Diawara, qui est donc ancien ministre, il est expert au centre d'analyse et de formulation des politiques de développement. À présent, nous allons quand même nous intéresser à un aspect de la chose qui est assez récent. Il y a de cela quelques jours, les Maliens apprenaient la nomination de 2 gouverneurs à la tête de 2 nouvelles régions, Taoudéni et Ménaka. Alors, être surpris de voir, est-ce que vous êtes surpris, vous, de voir certains Maliens à leur tour surpris d'apprendre cette nouvelle, le professeur Abdoulaye Niang? Non, moi je ne suis pas surpris. C'est comme je ne suis pas surpris que le Mali a été suspendu de vote à l'Assemblée générale des Nations Unies. Nous aurons l'occasion un autre jour d'en parler. Donc, rien ne sera surprenant aujourd'hui au Mali. Et on répond au coup par coup. On répond aux menaces sécuritaires, mais on crée de l'insécurité. Moi, je peux dire aujourd'hui pourquoi je n'ai pas ma région qui était prévue sur la même liste pour la région de Caille, par exemple. Donc, en réalité, il n'y a aucune rationalité de mon point de vue. Mais je ne suis pas surpris. Si c'est ça votre question, je ne suis pas surpris parce que rien n'est surprenant aujourd'hui en République du Mali. Alors, nous allons joindre le professeur Issa Ndiaye. Dites-nous, monsieur Ndiaye, vous avez appris la nouvelle de gouverneurs à la tête de 2 nouvelles régions, Taoudéni et Ménaka. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais c'est la suite logique des accords d'Alger. Il y en aura d'autres certainement, comme il va y avoir l'entrée fracassante des rebelles donc, dans le gouvernement avec les exigences qui sont les leurs. C'est-à-dire que le Mali est dans une situation tellement affaiblie que l'État va être dépêché. Ce qu'on a commencé à Ménaka, c'est ce qui va être poursuivi dans d'autres régions, peut-être même de nouvelles régions vont encore être créées. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais le contexte dans lequel ces nouvelles régions... Selon quand même le texte, il y a des nouvelles régions qui doivent venir. Voilà, les nouvelles régions vont venir. Je dis, ce n'est pas mauvais en soi, mais le contexte dans lequel on va créer ces nouvelles régions et dans lesquelles on va nommer de nouveaux gouverneurs, comme je le disais tantôt, c'est de nouveaux prédateurs que l'on va nommer et qui vont prendre en charge donc les destinées des populations concernées, sans que ces populations soient associées en aucune façon à la gestion du pouvoir. Donc, c'est la question essentielle, c'est la base du pouvoir. Quelle légitimité ceux qui vont être nommés gouverneurs ont? Quelle est leur légitimité? Sinon, donc, le poids des armes qu'ils détiennent. C'est un problème aussi de démocratie. Ça veut dire que le peuple a été, donc, par les armes, spolié de son pouvoir de décision. Il n'est pas maître de ses destins. Donc, les schémas institutionnels qu'on est en train de mettre en œuvre sont la traduction d'un rapport de force qui a été décidé par les Européens, par les Occidentaux, à travers les accords d'Alger et imposé au peuple malien. Et la suite viendra, non seulement dans les nouvelles régions, dans les nouvelles nominations qui vont se faire, mais aussi dans les nouveaux ministères que l'on va créer au profit donc des groupes rebelles. Alors, Daba Diawara, vous êtes en ligne. Quand on commence la nomination des gouverneurs par Taoudéni et Ménaka, est-ce un ordre chronologique qui dérange quelque part? Bon, disons que c'est un ordre chronologique qui vient de la loi 2012-017 du 2 mars 2012 qui a créé les circonscriptions administratives en République du Mali. Et dans ces circonscriptions administratives, Gao
Taoudini et Menaka viennent à peine. Donc, c'est les... Monsieur Diawara, allez-y. La question que je me pose, le contexte politique, militaire et sécuritaire ayant totalement changé, le gouverneur de Gao, le gouverneur de Kidal étant obligé de résider à Gao, je me demande à quoi ça sert de nommer aujourd'hui des gouverneurs à Taoudeni et à Menaka. Est-ce qu'ils vont s'installer à Menaka et à Taoudeni? Et avec quelle administration ils vont gérer cette partie du territoire? Donc, je ne comprends pas. Comme Issa l'a dit, c'est quelque chose qui est certainement imposé, mais qui, quand on fait bien attention, même un peu contraire à ce que l'accord prévoit. Une question à présent, l'avènement des régions de Taoudeni et de Menaka dont les gouverneurs viennent d'être nommés, va-t-il contribuer à mieux sécuriser les territoires nationaux et particulièrement sa partie nord? Je pose la question à vous, professeur Nyang. Mais je crois que Dawa l'a dit, est-ce qu'une présence possible de ces gouverneurs à leur poste avec une administration, avec la défense, les forces de sécurité et de défense est possible aujourd'hui? Si vous n'avez pas de réponse à ça, eh bien, ça ne contribuera pas. Et je pense que si Kidal est un exemple à suivre, eh bien, Menaka et Taoudeni, ils n'auront pas les ressources nécessaires pour une administration efficace. Donc, pourquoi se presser à le faire aujourd'hui? Il fallait mieux programmer. La planification n'est pas bonne. Donc, encore une fois de plus, la réponse est est-ce que réellement ça valait la peine de faire une annonce pour les médias? Professeur Issa Ndiaye, dans ce même studio, il y a quelques jours, nous avons reçu les représentants de la CMA et de la plateforme. Ils estimaient que c'était quand même une bonne chose, la nomination des gouverneurs de Taoudeni et de Kidal. Vous aussi, est-ce que vous ne voyez pas un côté positif? Oui, mais ils sont obligés de dire que c'est quelque chose de positif parce que c'est des gens, eux, qui sont nommés donc dans ces fonctions-là. Mais à quoi ça sert donc de créer de nouvelles administrations s'il n'y a pas la sécurité sur le terrain? Donc, c'est sur papier, évidemment, il y a les budgets qui vont tomber, il y a ceci qui va tomber, etc., etc. Mais ça veut dire qu'en réalité, donc, on se fiche pas mal des questions de sécurité. On a pris les armes simplement parce qu'on veut, donc, au bout du fusil, gagner quelque chose. Une part du COPTE, une part donc du budget national, une part aussi des financements extérieurs, et puis surtout, le gouverneur de Kidal va-t-il pouvoir gérer les problèmes de Kidal à partir de Gao? Le gouverneur de Taoudeni, pareil. Je pense que vraiment c'est un saut dans l'inconnu. Il faut faire face aux véritables problèmes de sécurité. Les véritables problèmes de sécurité, ça veut dire qu'il faut commencer par cantonner et désarmer. Et même maintenant, quand on parle de cantonner les gens disent qu'ils n'ont pas d'armes pour faire les patrouilles mixtes. Avec quoi ils attaquaient auparavant? Où sont parties les armes? Ça veut dire qu'il y a un marché de dupes en réalité qu'on est en train de faire dans cette partie du Mali. Malheureusement, donc, le Mali n'est pas souverain. Je pense que le préalable, c'est là qu'il faut aller. Il faut que le Mali aille à la conquête de sa souveraineté nationale. D'abord sur ses ressources, sur ses richesses. Deuxièmement, donc, sur sa capacité de définir une politique nationale, sur les questions monétaires, sur les questions de sécurité. Et c'est à ces seules conditions qu'on arrivera donc à produire une bonne politique de régionalisation et de décentralisation dans l'intérêt supérieur des populations maliennes. Et là, il faut demander l'avis des Maliens. Ceci est incontournable. Nous allons à présent suivre la réaction du ministre Daba Diawara. Oui, je suis tout à fait d'accord avec le professeur Issania et Niang. C'est ce que je disais. C'est-à-dire qu'au moment où le gouverneur de Kidal est obligé de rester à Gao, au moment où tout le monde s'accorde à dire qu'il n'y a pas, l'administration est totalement absente du Nord. Je ne sais pas si vous avez écouté le ministre nigérien, le ministre de l'Intérieur du Niger,
sur RFI il y a quelques jours, qui disait que le Mali est devenu un danger pour l'ensemble de la sous-région. Absolument. Parce que le gouvernement malien ne contrôle plus le nord de son territoire. Absolument. Quand tout le monde s'accorde sur ça, à quoi ça sert de nommer un gouverneur à Taouzéni, de nommer un gouverneur à Minaka, sachant bien qu'ils n'ont ni administration, et peut-être qu'ils ne pourront même pas aller s'installer ni à Taouzéni ni à Minaka. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Il y a donc un préalable, c'est lequel? Le préalable, c'est que les gens, comme Issaïa l'a dit, que le Mali d'abord se réapproprie sa souveraineté, que le Mali crée les conditions pour exercer véritablement sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire. Donc il faut que le Mali dispose de forces armées qui ont les moyens d'assurer dans la dignité la défense de l'intégrité du territoire national, premièrement. Deuxièmement, il faut que les Maliens se mettent ensemble pour discuter de la situation du pays, faire des propositions non partisanes, des propositions qui ne verront que l'intérêt du Mali. Comment sauver notre pays, qui n'iront que dans ce sens-là. Et je pense que cela est le préalable indispensable. Professeur Niang. Le préalable pour tout, c'est le retour de l'administration à Kidal, sans compromission. Il faut que l'administration malienne retourne à Kidal. Si ce n'est pas le cas, toute autre chose, c'est de la virgule, c'est de la diversion. Et on est en train de faire de la diversion. Et la communauté internationale nous encourage à la diversion parce que nous sommes des hommes de diversion. Alors, nous allons donc donner la parole au professeur Issa Ndiaye pour conclure ce débat. Oui, il y a une question fondamentale qu'on ne peut occulter en aucune façon, c'est la question de la souveraineté nationale. Donc, nous avons perdu cette souveraineté-là. Notre défense dépend donc de l'étranger. L'État malien a cessé d'exister. Donc, il nous faut une certaine renaissance. Nous sommes obligés d'engager une nouvelle lutte de libération nationale pour donc recréer l'État du Mali. Donc, c'est cette question de souveraineté qui est au cœur donc de notre drame actuel, où nous relevons ce défi en se disant que la seule façon de rebondir dans l'histoire, c'est d'aller à la reconquête de notre souveraineté. Où nous arrivons à relever ce défi, où notre génération fera faillite. Dans ce cas, ce sera grave pour l'avenir. Nous cesserons d'exister comme nation, comme État indépendant. Donc c'est une question de souveraineté. Je ne pense pas qu'on puisse fuir cette question-là. Une question de vie ou de mort. C'est sur ces propos que s'achève donc le grand dialogue de ce mardi. Je vous rappelle, le sujet du jour, c'était donc la régionalisation. Nous en avons parlé avec trois invités. Le premier, c'est le professeur Abdoulaye Niang. Il est le directeur du centre de recherche CNM. En ligne, nous avions le ministre Daba Diawara. Il est expert au centre d'analyse et de formulation des politiques de développement. Également en ligne, le professeur Issa Ndiaye, professeur de philosophie, également ancien ministre. Alors, à la réalisation, il y avait Ousmane Djadjet Touré, mise en nom Peting Diara. À la présentation, Seydou Fomba. Nous allons donc vous retrouver demain pour un autre sujet. Au revoir. Le grand dialogue. Sigeka Foba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chennibero. Halud Mauni. Chenniberi. Sigeka Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue